20h30 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin avec Marie-Roger Biloa, directrice d'Africain International Media Group. Bonjour Marie-Roger. Bonjour Raphaël. Et Bruno Darou, chroniqueur international à France 24. Bonjour Bonjour Bruno. Raphaël. Au sommaire, les amis de l'Ukraine ne laisseront pas la Russie gagner la guerre. C'est le message qu'ont délivré une vingtaine de pays réunis à Paris autour d'Emmanuel Macron. Avant tout, pour resserrer les rangs, éviter la crise de confiance à l'heure où Moscou revendique à nouveau une progression sur la ligne de front longtemps figée. Et puis, après la levée des sanctions contre le Niger, le Mali et la Guinée, de quel poids dispose encore la CEDEAO? On en parle dans un instant, on va plus loin. Ni résigné, ni défaitiste, il l'assure. La vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, pour l'essentiel venus d'Europe, qui ont répondu à l'appel de la France aujourd'hui autour d'Emmanuel Macron à l'Élysée, venus réaffirmer leur soutien à Kiev, à un moment où l'Ukraine semble chanceler sur le champ de bataille face au coup de boutoir de l'armée russe. Écoutez Emmanuel Macron. L'Ukraine est aujourd'hui déterminée, elle a besoin de nous, au-delà de ce que nous avons déjà fait avec des efforts budgétaires, économiques, capacitaires qui sont déjà considérables. Mais compte tenu de ce que je viens de dire, nous sommes aujourd'hui pas simplement à une date qui marque un peu plus des 2 ans du début de cette guerre d'agression russe en Ukraine. Nous sommes sans doute, plutôt à coup sûr, au moment d'un sursaut qui est nécessaire de notre part à tous. La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre en Ukraine, pour l'Ukraine elle-même. Voilà, cette journée du 26 février a-t-elle été celle du sursaut nécessaire? L'avenir le dira. Emmanuel Chasse, vous êtes avec nous en direct de Kiev, en tout cas, et Volodymyr Zelensky a adressé un message aux chefs d'État et de gouvernement présents à l'Élysée cet après-midi. Oui, tout à fait. Alors un message relativement court, 1 minute de discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a avant tout tenu à remercier les leaders du monde entier d'être réunis à nouveau pour discuter de l'aide accordée à l'Ukraine, mais plus que des déclarations, même si ce sont des déclarations de soutien, Volodymyr Zelensky a besoin vraiment que les armes qui sont promises, que l'aide qui est promise, qu'elle soit financière, militaire, humanitaire, eh bien, elle soit livrée en Ukraine. Il avait également déclaré un peu plus tôt dans la journée lors d'une conférence de presse que l'Ukraine n'avait jusqu'à présent reçu que 30% des obus d'artillerie qui lui avaient été promis par ses alliés. Or, la situation sur le terrain, elle est très compliquée pour l'armée ukrainienne qui continue à défendre, à tenir ses lignes défensives, mais qui se trouve en infériorité, en infériorité notamment en ce qui concerne son équipement. Donc, le temps presse pour l'Ukraine et c'est ce que Volodymyr Zelensky a voulu rappeler à ses alliés aujourd'hui lord de cette adresse. Comment vit-on les choses? On a vraiment le sentiment que l'Europe est en train de se détourner. Alors, pas vraiment. C'est vrai que les gens avec qui je parle ici sont inquiets. Il y a une anxiété quand on voit ce qui se passe sur la ligne de front. Il y a eu, il y a quelques jours, la perte d'Avdiivka. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne a également confirmé s'être retirée d'un autre village tout près d'Avdiivka. Alors, certes, l'armée dit que c'est pour des raisons de regroupement sur une nouvelle ligne de défense, mais sachant le prix que les Ukrainiens paient lors de ces combats, qui se traduit en vie humaine, en prisonniers, en exécution sommaire également de prisonniers de guerre, comme on a pu le voir sur certaines vidéos, eh bien, il y a une anxiété. Elle est plutôt tournée vers les États-Unis. Mais quand je parle aux Ukrainiens, ils me disent qu'ils ont toute confiance en l'aide européenne, qu'ils la voient également grandir, depuis notamment cette incertitude côté américain. Mais en tout cas, lorsque les yeux sont tournés vers Washington, et effectivement, les Ukrainiens regardent, ils attendent de voir quelle va être la décision du Congrès pour ce paquet d'aide qui n'est toujours pas passé et dont l'Ukraine aurait tant besoin pour continuer de se défendre de manière effective contre l'armée russe qui, elle, gagne du terrain petit à petit sur ces petits villages, mais tout de même qui affecte ainsi le moral des Ukrainiens. Vous restez avec nous, Emmanuel. Marie-Roger, une conférence de ce genre est nécessaire, ne serait-ce que pour mobiliser finalement ces pays qui sont les fournisseurs d'armes aujourd'hui de l'Ukraine? Eh bien, c'est surtout nécessaire après toutes les mauvaises nouvelles qu'on a eues pour l'Ukraine et aussi les inquiétudes. Finalement, on se dit, est-ce que l'Ukraine peut gagner cette guerre? Je dirais, il y a une semaine, tous les indicateurs étaient au rouge. Voilà, il y a non seulement les incertitudes qui pèsent sur la poursuite de l'aide américaine, bloquée au Sénat, au Congrès, enfin bon, bloquée par les parlementaires là-bas, Trump qui va venir, mais aussi l'économie
l'économie russe qui ne s'est pas effondrée, qui a même connu une progression, une croissance. On a vu l'embargo qui est violé par les Européens eux-mêmes. Voilà, donc tout ça, on se dit... et les Ukrainiens qui peinent, évidemment, voilà, la fameuse offensive qui n'a pas avancé. Et on se dit, au 2e anniversaire, on entre dans la 3e année, qu'est-ce qui va se passer? Donc aujourd'hui, déjà sur le plan, j'allais dire, conceptuel, philosophique, certains Ukrainiens estiment qu'aujourd'hui, on a parlé, le président français, Macron, a exactement épousé le discours de Zelensky il y a 2 ans, au début de la guerre. Ils sont maintenant entièrement d'accord, surtout sur le point de savoir quelle est l'importance de cette guerre pour l'Europe. Voilà, ça avait l'air plus longtemps. Là, il a parlé de sursaut. Donc tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Il y en a une aussi, c'est que des pays comme le Danemark, qui montrent vraiment une détermination accrue, le Danemark qui dit, on va donner toute notre artillerie. Bon, évidemment, tous les pays peuvent pas le faire, mais déjà cet état d'esprit montre que l'Europe voudrait passer à la vitesse supérieure. On ne sait pas si ça suffira, si le temps... le temps n'est pas... voilà, parce qu'il y a beaucoup de temps. La livraison, la fourniture de beaucoup d'équipements demande encore beaucoup de temps de fabrication même. Bon, mais c'est plutôt une bonne journée aujourd'hui pour l'Ukraine. La France est-elle la mieux placée pour lancer cet appel aujourd'hui, à dire qu'il ne faut surtout pas relâcher l'effort, alors que la France, que François Hollande, l'ancien président lui-même, accusait la semaine dernière de faire moins que le Royaume-Uni et l'Allemagne pour l'Ukraine? Bruno Darroux. Oui, alors d'abord, les chiffres sont discutés et discutables, parce qu'ils émanent notamment d'un institut allemand qui s'appelle le Kiel Institute, qui évidemment place en numéro 1 les États-Unis, puis en deuxième l'Allemagne, et assez loin derrière la France. Donc il y a une querelle sur la validité de ces chiffres. Ce qui est vrai, c'est qu'en termes de pourcentage de PIB, la France pourrait certainement faire plus, car des petits pays, vous avez évoqué le Danemark, mais aussi les pays baltes, ou la Pologne, ou la République tchèque, consacrent une bonne partie de leur PIB à l'effort pour aider l'Ukraine. Emmanuel Macron a annoncé 3 milliards, la Volodymyr Zelensky, juste 3 milliards. 3 milliards, alors que pour l'Allemagne, ce sera 8 milliards cette année, mais... Après, ça dépend comment on calcule tout ça, si on mélange des carottes et des navets, donc tout ça n'est peut-être pas très comparable. Ce qui est sûr, c'est que la France pourrait sans doute faire plus. Comme le Royaume-Uni. La comparaison avec le Royaume-Uni est peut-être plus pertinente parce que c'est l'autre grande armée du continent européen, et c'est vrai que le Royaume-Uni a davantage fourni que la France, et puis s'est engagé plus tôt. Il y a aussi l'engagement politique aux côtés des Ukrainiens. Emmanuel Macron, là, on assiste là à la fin quand même d'une évolution, quand on compare il y a 2 ans où il parlait encore avec Vladimir Poutine, il parlait de ne pas humilier la Russie, etc. Il y a eu quand même une véritable mue presque du président français. Alors, la France fournit quand même des équipements très importants pour le combat en cours, notamment les canons César, les missiles Scalp, qui sont extrêmement efficaces, plus efficaces sans doute que certains équipements fournis peut-être par l'Allemagne, qui sont utiles, mais qui n'ont pas du tout la même efficacité. Vous voyez, donc voilà. En tout cas, En tout cas, c'est à la suite de la visite du président Zelensky à Paris le 16 février, donc il n'y a pas longtemps, qu'il a décidé de lancer ça, c'est-à-dire que de lancer cette réunion qui a été montée en quelques jours. Alors, évidemment qu'on peut dire que la France essaye de prendre le leadership, désormais, de cette aide à l'Ukraine. Mais enfin bon, il a eu l'idée de le faire, il l'a fait, il a réussi à le faire. Il a réussi à réunir à l'Élysée une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement. Alors non pas pour annoncer de nouvelles livraisons, etc., mais surtout pour dire, voilà, tout ce qui a été lancé, il faut absolument que ça arrive à temps, parce que les Ukrainiens notamment disent, je crois que c'est le président Zelensky aujourd'hui qui a dit que sur les obus, par exemple, 30% seulement étaient parvenus par rapport aux 100% qui auraient dû arriver. Une impulsion en tout cas qui n'est pas passée, semble-t-il, par Olaf Scholz, pourtant bien présent lui à l'Élysée. Il l'a dit, il rejette la demande de missiles longue portée demandée par Kiev. Il dit ne pas vouloir suivre l'exemple de la France et du Royaume-Uni. Ce ne serait pas responsable selon lui. Emmanuel Chaz, c'est compréhensible pour vous qui avez été correspondante à Berlin avant d'être aujourd'hui à Kiev?
Oui, tout à fait. Finalement, Olaf Scholz ne sort pas de la ligne qui s'était fixée. Depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, il avait dit que l'Allemagne ne devait pas s'impliquer dans cette guerre. C'est ce qu'il a déclaré aujourd'hui en disant que l'Allemagne ne serait pas partie de cette guerre de façon directe ou indirecte et qu'il trouvait même, a-t-il dit, lors d'une conférence de presse, que c'était très irritant de voir les commentaires quant à sa décision de ne pas envoyer les Taurus. Et finalement, ce n'est pas très surprenant étant donné la personnalité du chancelier. C'est la ligne qui s'est fixée, il veut la suivre. Ça ne veut pas dire qu'il ne la changera pas, ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas être persuadé d'envoyer ces missiles à longue portée, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il le justifie par le fait non seulement de vouloir laisser l'Allemagne en dehors du conflit, mais aussi en essayant de justifier plutôt un soutien vers un bouclier antiaérien européen, de plus de coopération au sein de l'OTAN, plutôt que d'envoyer ces missiles. Alors ça lui est reproché aussi dans son propre parti. Il y a eu un vote aujourd'hui au Bundestag qui a été rejeté par une majorité de parlementaires qui visait justement à envoyer ces Taurus en Ukraine. Donc on voit que c'est une discussion au sein de la société allemande. Il ne faut pas oublier que ces sociétés allemandes et la classe politique allemande avaient fait un volte-face vraiment après des années, des décennies de désarmement de son armée en disant il y a un an jour pour jour, le 26, 2 ans pardon, jour pour jour, le 26 février 2022, qui avait débloqué une enveloppe de 100 milliards d'euros pour refaire son armée, pour la moderniser et pour pouvoir envoyer des armes également à l'Ukraine. Donc on voit que c'est inscrit ce refus d'Olaf Scholz à la fois dans la politique de désarmement allemande qui date d'après-guerre, d'après la Seconde Guerre mondiale, et dans la personnalité d'Olaf Scholz qui peut-être sera persuadé, mais ce n'a pas été le cas aujourd'hui lors du sommet de Paris. Il y avait eu le précédent, tout de même, on s'en souvient, du Kosovo. Marie-Roger Billois, vous qui vivez aussi en partie en Allemagne, ça vous surprend qu'Olaf Scholz... on a vu le nombre de lignes rouges qu'on a franchies depuis le début de cette guerre. On a dit qu'on ne livrerait pas des chars, on a livré des chars. On a dit qu'on ne livrerait pas de missiles moyenne portée, on a fini par les livrer. Aujourd'hui, Olaf Scholz, lui, il freine des cas de fer sur cette question des missiles longue portée, parce que l'Allemagne est en première ligne plus que les autres nations européennes. Parce qu'elle a quand même cette culture, même si elle a compris ou elle a estimé que maintenant il faut faire sa révolution copernicienne. Oui. Le monde n'est pas seulement fait de bisounours. Et lui invoque la vulnérabilité vraiment des soldats allemands davantage que français ou britanniques. Oui, mais ces réticences-là, on les retrouve encore chez les Européens, parce que c'est un conflit qui a une configuration particulière. On a la Russie en face qui a l'arme nucléaire, et depuis le début, si l'Ukraine a beaucoup de problèmes aujourd'hui, et la lenteur qu'on a vue s'explique aussi en partie parce qu'on ne voulait pas s'impliquer au-delà d'une certaine limite pour ne pas embraser le monde et entrer dans une troisième guerre mondiale. Aujourd'hui encore, Emmanuel Macron a dit que nous devons garder la maîtrise de l'escalade. C'est toujours là et c'est ça la difficulté. Donc même si on va de plus en plus loin, les Allemands se disent, n'ont pas encore le sentiment que il faut que toutes les réserves doivent tomber et c'est peut-être pas définitif, mais pour le moment, je crois qu'ils sont déjà allés beaucoup, très très loin et que voilà, ça s'arrêterait un peu. Et puis il y a une autre différence. Enfin, je pense qu'il y a 2 éléments quand même peut-être à rajouter sur cette affaire de l'Allemagne, c'est que les missiles Taurus sont de très longue portée, plus longue portée que les Scalp qui sont autour de 200 km. Là, on est à 500 km. Donc la Russie s'estimerait menacée dans son... Donc là, si l'Allemagne livrait des missiles Taurus, là, ça pourrait aller très en profondeur dans le territoire russe. Et à l'évidence, Olaf Scholz ne veut pas prendre cette responsabilité. Et la deuxième chose, c'est qu'à la différence du Royaume-Uni et de la France, l'Allemagne, justement, n'est pas une puissance nucléaire. Donc, pour contrer le risque escalatoire, on est en meilleure position quand on a soi-même l'arme nucléaire pour dire à la Russie, écoutez, si vous faites ça, on fera ça. On n'est pas dans la même position quand même. Dernier point, Bruno, Volodymyr Zelensky annonce, ou en tout cas a dit, que, et c'est sans doute ce qui alimente aussi la crise de confiance des partenaires européens et peut-être d'une partie des Ukrainiens eux-mêmes, les plans de contre-offensive auraient été connus de la Russie et c'est ce qui aurait contribué notamment à l'échec, en tout cas en partie, de cette contre-offensive.
Oui, alors bon, c'est révélé aujourd'hui. Moi, j'ai entendu le chef des services de renseignement ukrainien qui s'est exprimé, qui n'avait pas l'air très surpris, puisqu'il a même dit que depuis quelques mois, ils avaient arrêté 2000 Ukrainiens qui, en quelque sorte, trahissaient leur patrie et étaient des formes d'agents doubles au service de la Russie. Donc, ça explique en partie l'échec de la contre-offensive, mais ça ne peut pas expliquer l'ensemble de l'échec. En tout cas, visiblement, les Ukrainiens ont décidé qu'ils seraient beaucoup plus prudents à l'avenir, et Volodymyr Zelensky a fait comprendre qu'il y aurait plusieurs plans élaborés dans les prochains mois, et que le bon plan, en fait, serait sorti vraiment au tout dernier moment pour minimiser les risques. Mais après, il faut quand même pas s'étonner, vu l'histoire de la Russie et de l'Ukraine depuis le début du XXe siècle en particulier, depuis la révolution soviétique, qu'il y ait comme ça des liens très forts, y compris au sein des renseignements quand même. Et des coups fourrés. Et des coups fourrés, oui. Oui, non, mais je crois que l'une des choses les plus intéressantes par rapport aux renseignements, aux services secrets, c'est ce qui est sorti ces jours-ci. C'est que l'Ukraine est carrément un hub de la CIA. C'est pas, personne ne s'étonnera que, aux confins de la Russie, vu les relations qu'on connaît, que les services secrets américains, et pas seulement d'ailleurs, européens, aient des positions en Ukraine, parce que c'est plus difficile d'être en Russie. Mais on apprend qu'il y a 6 bases secrètes le long de la frontière russe, entièrement financées par la CIA, que ça fait depuis le début de ce conflit, depuis 2 ans, le chef de la CIA était déjà 10 fois là-bas, qu'on est parti de 80 opérationnels à 800, et que voilà, et que c'est extrêmement. C'est pour ça aussi, on apprend aussi que au début, au moment où nous attendions tous à ce que l'Ukraine tombe rapidement et qu'elle a résisté, c'est surtout grâce aux renseignements américains. Donc ils sont extrêmement là. On se demande c'est pourquoi tout ça sort maintenant. C'est peut-être les services, justement, l'intelligence américaine, qui veut faire pression sur les républicains qui bloquent donc le budget d'aide, pour dire on a besoin de l'Ukraine. Les meilleurs renseignements qu'on a eus sur la Russie jusqu'à maintenant, et donner l'exemple de cet avion de Malaysian Airlines qui avait été abattu, et dans les heures qui ont suivi, ce sont leurs alliés ukrainiens qui ont fait remonter les soupçons sur une piste de séparatistes pro-russes, etc. Donc, il montre que les informations des Ukrainiens sont très intéressantes, et aussi que les Ukrainiens, ils utilisent des Ukrainiens partout en Europe, les CIA, et jusqu'à Cuba. Enfin, c'est des informations quand même stupéfiantes, et tout ça a commencé sous Obama, c'est-à-dire avant l'invasion de la Crimée. Donc, ça peut aussi alimenter la paranoïa de Poutine en disant, vous voyez, ils étaient déjà là à m'encercler. Apparemment, quand même, ce rôle de la CIA s'est très fortement développé à partir de la révolution de Maïdan, il y a 10 ans. Un peu avant. Ça a commencé avant. C'est ça qui est intéressant. Un peu avant. Alors, mais justement. Là, ça corrobore. Alors là, ça corrobore le récit russe. Et ils disent que ça contribue à renverser un régime démocratiquement élu. Oui, c'est ce que dit, c'est ce que dit Vladimir Poutine depuis 10 ans. Donc peut-être que finalement... Dans cet article du New York Times. Merci beaucoup. Merci Emmanuel Chasse qui était avec nous en direct de Kiev. Autre question, fallait-il lever les sanctions contre le Niger, le Mali et la Guinée en mettant un terme à tout ou partie des restrictions infligées aux 3 pays coupables de s'être abandonnés à des coups d'État? La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, sème le doute sur sa capacité à soutenir les processus électoraux et à les faire respecter, notamment au Niger, où malgré ses injonctions à le faire libérer, le président élu Mohamed Bazoum est toujours actuellement détenu avec sa famille. Réaction en tout cas à Niamey à l'annonce de cette levée des sanctions par Jules Boiteau, avec des témoignages recueillis sur place par France 24. Dans les rues de Niamey, ces commerçants entrevoient enfin le bout du tunnel. 7 mois qu'ils pâtissent des sanctions imposées par la CEDEAO. Des sanctions levées ce samedi. Il y a beaucoup de choses qui nous ont manqué, mais aujourd'hui, ces choses-là vont rentrer. Pas d'autres frontières qui ont été fermées. Ces gens-là aussi ont été sévères avec nous. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on a pu tenir. Tenir, malgré des revenus qui ont drastiquement baissé depuis le 26 juillet. La faute à la fermeture des frontières, au gel des avoirs de la Banque centrale et de l'État et à la suspension des transactions commerciales.
Conséquence, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 60% en moyenne. Et le Niger a connu de nombreuses coupures d'électricité, préjudiciables pour les commerçants. Ceux avec qui on fait du commerce disent qu'ils n'ont pas d'argent. Ils disent qu'il est bloqué à la banque. Pour obtenir ton argent, il y a des démarches qui prennent beaucoup de temps. Avec la levée des sanctions, l'argent devrait circuler plus facilement et toute personne qui te doit de l'argent devrait te régler rapidement. Après 7 mois de difficultés, avec l'ouverture des frontières, le commerce devrait reprendre avec vigueur, facilitant l'importation des produits et améliorant le transport et la vente des articles. La CEDEAO affirme lever les sanctions pour des raisons humanitaires, mais beaucoup affirment que l'organisation tente d'apaiser les juntes militaires au Niger, au Mali et au Burkina Faso, qui menacent de quitter l'organisation. Des sorties qui désordonneraient le commerce et les flux financiers dans le marché commun, à hauteur de 150 milliards de dollars par an. Marie-Roger Bilois, pour essayer de comprendre, la CEDEAO a-t-elle levé ses sanctions face à la pression de ces pays qui menaçaient de créer leur propre alliance des États du Sahel ou de battre leur propre monnaie, ou bien face au désarroi, au dénuement des populations qui risquaient seules de payer le prix de ces sanctions? Je crois qu'il y a les deux. Et il faut quand même saluer la réactivité de la CEDEAO face à justement ces pressions et l'obligation de se remettre en question et de prouver sa pertinence. Et d'acter aussi son impuissance. Ah ben oui, c'est ça, se remettre en question. On a décidé qu'on allait imposer des sanctions. Ça a été très très dur pour la population, mais on n'a même pas obtenu ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire le retrait des juntes militaires et aussi, en ce qui concerne le Niger, la libération du président Bazoum. Je note au passage que, au départ, lorsque ce sommet extraordinaire a débuté, il était question de réclamer la libération. Ça s'est passé aux oubliettes. J'espère que peut-être que c'est pas totalement écarté. Mais le problème de la CEDEAO, qui était devenue extrêmement impopulaire, il faut le reconnaître, même si c'est quand même l'une des organisations qui marche le mieux d'intégration sous-régionale, c'est cette impopularité, il fallait faire quelque chose. Elle s'est concentrée sur le volet politique, alors que dans sa charte et dans ses objectifs, elle a aussi un volet économique, notamment sur le secteur privé, et elle n'a absolument rien fait. Et donc, aujourd'hui, il faut qu'elle revoie à la fois sur le plan conceptuel et aussi sur les pratiques. Est-ce que la gestion des crises doit se faire par des sanctions et des interventions militaires? Est-ce que ces outils sont encore pertinents? Est-ce que c'est pas mieux de faire un monitoring régulier de la situation politique des États et voir qu'ils sont menacés de coups d'État, etc. Donc, c'est tous les reproches qu'on lui a fait. Et ça, c'est une première étape qui montre qu'elle tient compte de la réalité sur le terrain, elle tient compte du fait que ses membres doivent être en adéquation avec son action. Et voilà, c'est un chantier qui s'ouvre. Tout de même, à l'heure où d'autres États montrent aujourd'hui des véritables crises, alors peut-être pas crise démocratique, mais crise de confiance dans leurs institutions, c'est le cas du Sénégal notamment, est-ce que là, la CEDEAO n'a pas quand même perdu beaucoup dans cette affaire en termes de pouvoir d'influence, Bruno? Oui, alors en termes de pouvoir d'influence, effectivement, ça se pose, puisqu'effectivement, je crois que la CEDEAO n'a fait aucun commentaire sur la situation au Sénégal, alors même... Ah si, quand même. Si. Ah, mais d'après ce que j'ai lu... Non. Là, oui. Macky Sall était présent. Non, le président Macky Sall était présent parce qu'il est toujours président, tout à fait légalement. Mais au moment où il avait décidé d'annuler le processus électoral, la CEDEAO s'est fendue d'un communiqué et tout le monde riait en disant « Ah, maintenant ils réagissent » parce que c'est typiquement le genre de... Ah bon, enfin, avec d'après ce que j'ai lu, il n'y avait pas eu vraiment de réaction. C'est très faible en tout cas. Oui, une réaction assez faible. Et donc, en fait, oui, il y a une question un peu de crédibilité. Enfin voilà, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire une organisation qui est quand même essentiellement ces communautés économiques des États d'Afrique de l'Ouest. Donc, avant tout, ça devrait être l'économie qui serait la principale priorité. Et ces interventions politiques, enfin, quand on se rappelle que l'été dernier, elle menaçait quand même d'intervention militaire contre le Niger. Bon, et quelques mois après,
elle supplie pas, mais enfin, elle demande à ces 3 États de Mali, Burkina Faso, Niger, de revenir sur leur décision de claquer la porte, parce que c'est ce qu'ils ont fait. On parlait de menaces dans le sujet, mais enfin, non, ils ont annoncé qu'ils claquaient la porte sans respecter la charte de la CEDEAO qui donne un délai d'1 an. Et effectivement, c'est un problème. Donc, à la fois pour essayer de calmer l'impopularité dont elle est victime, la CEDEAO comme organisation, et puis aussi pour essayer c'est tout le problème de ces organisations multilatérales, c'est que ces 3 États, c'est quand même pas loin de 20% de la démographie de l'ensemble de la CEDEAO. C'est 10% du PIB. Les effectifs. C'est 10% du PIB, et donc... voilà, c'est compliqué de perdre ça, forcément, on y perd. C'est un peu ce qui est arrivé, de toutes choses égales par ailleurs, à l'Union européenne, quand le Royaume-Uni a annoncé qu'il... Voilà, pour toute une organisation comme ça, quand il y a des pays qui partent, c'est quand même un coup dur. Donc là, ils essayent de rattraper un peu les choses, visiblement. Alors, je crois qu'il n'y a eu aucun commentaire des 3 pays concernés pour le moment. Ils n'ont rien dit de négatif. Un mot très rapide, Marie-Angèle. Pourquoi ce double standard, pardonnez-moi, c'est cet anglicisme, il n'y a pas de terme vraiment équivalent, ce 2 poids 2 mesures, avec le Burkina Faso qui, lui, reste le seul pays finalement sous sanction? Eh bien, ça, le Burkina Faso, actuellement, je suppose, parce qu'ils ne l'ont pas dit, mais c'est un pays c'est un gouvernement, un régime qui est particulièrement dur, qui fait des enlèvements, des kidnappings d'opposants. Voilà, je crois que la presse est totalement muselée. Peut-être ça viendra dans un deuxième temps, mais ils n'ont pas senti l'urgence de le faire là tout de suite, parce que l'un des pays qui souffrait le plus des sanctions, c'était vraiment le Niger. Le Niger. Ouais, le Niger. Et dont la frontière, d'ailleurs, avec le Bénin n'est toujours pas rouverte. N'est pas ouverte, même si les Béninois, eux, ils sont ouverts. Les Béninois ont rouvert la frontière, mais comme quoi, voilà, les Nigériens souffraient, mais le gouvernement nigérien, lui, n'a pas encore décidé. Donc, on ne sait pas trop, parce que c'est devenu idéologique, cette histoire de la CEDEAO. Ce n'est pas pragmatique, genre, parce qu'il y a des influences derrière. Donc, on verra comment ils évoluent. Merci beaucoup, Marie-Roger Biloa, Bruno Darou. On va plus loin, c'est terminé. Prochain journal dans 3 minutes.